Et on se retrouve pour la dernière chronique. Hello. Comme vous l'avez vu sur le carton, qui est un sujet complexe, tendu, qui est la guerre entre Israël et le Hamas qui a lieu en ce moment. Mais nous n'allons pas parler de cette guerre-là. On a choisi de vous faire un récap historique en fait du conflit israélo-palestinien pour essayer de donner des clés de compréhension au conflit qui a lieu actuellement. On pensait que c'était la meilleure manière pour nous de traiter ce conflit. Et petit disclaimer, on sera absolument intransigeant sur les commentaires. Oui. Ban dès que quelque chose dépasse les limites. Oui, donc c'est le moment où j'interviens. Rebonjour à toutes et à tous. J'espère que l'émission vous plaît, même si on a eu quelques petits soucis techniques d'ordre tapage nocturne. En tout cas, si ça n'a pas été assez dit, évidemment, c'est un plaisir d'être de retour pour cette nouvelle saison. Pour clôturer cette émission, donc, quand tu l'as dit, on va aborder un sujet qui est difficile. Vous n'avez pas pu passer à côté des événements qui ont actuellement lieu à Gaza, et nous non plus de fait. Donc ce qu'on va vous proposer ce soir, comme Margot l'a dit, ce n'est pas de commenter ce qui se passe actuellement et depuis plusieurs jours, c'est plutôt, parce que c'est quelque chose qui est trop tendu pour l'aborder en live, mais c'est plutôt de faire un récapitulatif historique du conflit israélo-palestinien. Parce que le 7 octobre dernier, donc date de l'attaque du Hamas, en réalité ce n'était pas le début de la violence, c'est une triste date supplémentaire dans une histoire qui remonte à bien plus longtemps. Alors disclaimer supplémentaire, ce ne sera sûrement pas exhaustif, on pourra accorder je pense facilement 3 heures à ce sujet, mais l'idée, c'est de donner un peu de contexte autour de ce qui se passe aujourd'hui. On pourrait arbitrairement commencer en 1948, année de la création de l'État d'Israël, mais ce serait ignorer tout un pan de l'histoire qu'il est nécessaire de prendre en compte, parce que jusqu'en 1917, par exemple, la région est sous l'autorité de l'Empire ottoman. Les communautés arabes à majorité musulmane et les juifs cohabitent sans vrai sentiment nationaliste, mais au même moment, il y a deux phénomènes de fond qu'il est nécessaire de citer parce qu'ils changent la donne, c'est le sionisme et l'antisémitisme. Le premier, c'est un mouvement politique d'autodétermination du peuple juif au penchant nationaliste, et le second, vous le connaissez, c'est globalement la haine du peuple juif, et c'est une haine qui remonte à des siècles, bien évidemment, mais qui s'intensifie au début du XXe siècle. L'un et l'autre vont pousser de nombreux juifs à se diriger vers la Palestine qui est la terre sacrée des textes juifs, car ce retour en Palestine est un pilier du sionisme et provoque évidemment quelques tensions avec les populations arabes actuellement installées sur place, à savoir donc majoritairement des musulmans. On arrive, je vais essayer de reprendre ma respiration entre chaque paragraphe, c'est un peu compliqué. On arrive en 1917, c'est l'année de la déclaration Balfour, avec un très bon accent français, du nom d'Arthur Balfour, secrétaire d'État aux Affaires étrangères britanniques. En fait, cette déclaration, c'est une lettre ouverte qui affirme le soutien de la Grande-Bretagne et indirectement celui des Alliés. Oui, celui. Pardon, non, tout va bien. Je suis juste fatiguée. Et indirectement celui des Alliés, parce qu'on est dans un contexte de Première Guerre mondiale, à la création d'un, je cite, foyer national juif en Palestine. C'est une déclaration qui s'ancre donc dans le mouvement sioniste qu'on a vu, qu'on a évoqué tout de suite, il y a 5 minutes, et qui vise en partie à renforcer les liens entre les Alliés et la communauté juive. En Palestine, les réactions sont plutôt mitigées. Certains estiment dans un premier temps que l'arrivée d'une main-d'œuvre juive peut être bénéfique au développement de la région, mais d'autres, et particulièrement du côté nationaliste, affirment immédiatement que céder notamment Jérusalem au peuple juif est absolument impensable. La Grande-Bretagne, qui était donc à l'origine de la déclaration du Balfour, récupère un mandat sur la Palestine en 1920. Par conséquent, et suite à cette déclaration du Balfour, le nombre de personnes juives en Palestine passera d'environ 70 000 en 1920 à 650 000 en 1948. Il faut rappeler que la Seconde Guerre mondiale passe aussi par là, la SHOAH aussi, parce que je ne peux pas dire ça sur Twitch. Donc la population juive en Palestine explose. Il y a des premières tensions qui sont observées entre les juifs et les arabes, qui sont donc musulmans et chrétiens, et qui iront crescendo jusque dans les années 40. Tout ça nous mène progressivement à 1947, la toute récente ONU, qui a été créée je pense de mémoire 2 ans plus tôt, voit que les tensions ne diminuent pas et propose donc une séparation du territoire afin de créer un État juif et un État arabe. Je te préviens Maxence qu'on va bientôt envoyer ma carte. C'est la solution à 2 États. Et justement, on peut envoyer mon média. Comme vous allez le voir sur la carte qui va apparaître, il y a Jérusalem qui bénéficie d'un statut à part et qui sera géré par l'ONU, parce que vous le savez sûrement, il s'agit de la ville sainte des Écritures. Il fallait donc assurer son accès aux différents peuples, et cette répartition n'a pas plu aux dirigeants arabes, parce que, comme vous pouvez le voir sur la carte, la séparation accorde un peu plus de 40% du territoire à l'État arabe, en jaune, donc voilà, et 55% à l'État juif, le reste correspondant à Jérusalem. Le problème étant qu'à l'époque, la population arabe est 2 fois supérieure à la population juive. Ils sont de l'ordre d'1 200 000 si je ne me trompe pas, mais enfin ça, on peut vérifier assez rapidement.
Il y avait donc chez les Arabes une peur de perdre leurs terres et un grand sentiment d'injustice. Évidemment, ça ne rate pas, il y a des violents affrontements qui éclatent et qui font de nombreuses victimes. L'année suivante marque un tournant dans ce conflit, parce que 1948, c'est l'année de l'indépendance d'Israël. Elle a lieu le tout dernier jour du mandat britannique, donc qui avait débuté en 1920, voilà. C'est au moment où la Grande-Bretagne est en train de retirer ses troupes, et dès le lendemain, il y a une coalition de pays arabes voisins qui tentent d'envahir la Palestine, mais bon, ils sont assez mal organisés, et ils finissent par perdre cette guerre. On peut donc envoyer ma deuxième carte. À l'issue de cette guerre, Israël signe un cessez-le-feu et s'octroie 78% du territoire de l'ancienne Palestine mandataire, soit 23% de plus de ce qui avait été prévu dans le plan de répartition de 1947. Finalement, les seuls territoires qu'ils ne possèdent pas et qui sont un peu plus sombres, enfin un peu plus foncés que les autres, c'est la bande de Gaza qui est sous contrôle égyptien et la Cisjordanie sous contrôle jordanien. Peut-être préciser, bande de Gaza, c'est la petite partie au sud, voilà. Et qui est côtière, qui est un peu à l'ouest, là, qui est proche de l'Égypte, et l'autre territoire qui est plus sombre est évidemment celui qui appartient qui est géré par la Jordanie. À cette période-là, il y a plus de 700 000 Palestiniens qui sont désormais apatrides, qui fuient leurs terres pour se réfugier dans les pays voisins lors d'un exode qui portera le nom de Nakba, catastrophe en arabe. Les années passent, marquées par des tensions issues de la frustration de la première guerre israélo-arabe de 1948. Il y a la crise de Suez en 1956, que je n'ai pas le temps d'évoquer, puis la guerre de 6 jours en 1967. Face à l'imminence, donc on va parler de la guerre des 6 jours, face à l'imminence d'une attaque arabe et au bombardement syrien, Israël lance une offensive éclair et en l'espace de donc 6 jours seulement, d'où le nom de la guerre, conquiert de nombreux territoires comme la totalité de Jérusalem, ils en possédaient seulement la moitié jusqu'à présent, dont ils feront la capitale, la bande de Gaza, la Cisjordanie, le Sinaï, etc. Ça change beaucoup de choses pour les Palestiniens, qui passent donc sous domination israélienne et qui voient des colonies israéliennes s'installer sur leurs terres. Je passe sur la guerre du Kippour. En résumé, la Syrie et l'Égypte attaquent Israël et parviennent à obtenir, pendant des négociations entre 1974 et 1978, la libération progressive, j'ai fait des phrases un peu trop longues, je suis désolé, la libération progressive de plusieurs territoires occupés par Israël. Il faut par contre souligner qu'il y a de nombreux soulèvements palestiniens qui auront lieu à l'avenir, dont un en 1987, qui sera la première Intifada. Intifada, ça veut littéralement dire soulèvement en arabe, même si c'est certainement pas prononcé comme ça. Cette intifada, c'est correct, merci Naël, ça me rassure. Cette intifada durera 6 ans, fera des milliers de morts et attirera l'attention médiatique mondiale sur les enjeux du conflit israélo-palestinien, et elle aboutira aux accords d'Oslo en 1993. Les accords d'Oslo, c'est un vrai tournant dans l'histoire israélo-palestinienne. Les accords d'Oslo ont en fait pour objectif d'arriver à une forme de réconciliation. Ils sont signés par Yasser Arafat, chef de l'Organisation de la Libération de la Palestine, et Yitzhak Rabin, Premier ministre israélien. Ces accords, ils prévoient la création d'un État israélien pour 1998, donc 5 ans plus tard, et laissent entrevoir une paix qui serait durable et où on espère que le vivre ensemble serait possible. Seulement voilà, on ne saura pas vraiment si cette solution aurait pu marcher, parce que le Premier ministre israélien, je retrouve son nom, Yitzhak Rabin, est assassiné 2 ans plus tard par un extrémiste juif. De l'autre côté de la frontière, les tensions se font également sentir, puisque le Hamas, qui est un groupe palestinien politique et armé, il y a 2 groupes différents, voit ces accords comme une trahison. La question du contrôle de Jérusalem est évidemment déterminante, on l'a évoqué tout à l'heure, et la délimitation des frontières est hypersensible, la paix semble donc s'éloigner. Et de fait, en 2000, donc 7 ans après les accords d'Oslo, la venue d'un membre... Oh, oui, tu peux virer la carte, désolé, effectivement, je ne l'ai pas dit. Et de fait, en 2000, la venue d'un membre d'un parti de droite israélien sur l'esplanade des mosquées de Jérusalem est vue comme une provocation par le peuple palestinien. Voilà qui sonne donc le glas des négociations et pour l'autodétermination palestinienne, et le début d'une nouvelle intifada qui durera plusieurs années. La situation politique de la Palestine, elle va à nouveau s'aggraver quand Yasser Arafat va malheureusement décéder en 2004. Et l'an suivant, en 2005, Israël se désengage de la bande de Gaza et retire ses colonies de ce territoire. De nombreuses personnes juives sont contraintes de quitter Gaza, et ce retrait s'accompagnera d'un blocus israélien sur la bande de Gaza, faisant chuter les conditions de vie sur place, qui étaient déjà pas évidentes. En 2006, un an après ce retrait, le Hamas prend le pouvoir à Gaza, dans un contexte de grande violence, et la suite, on la connaît malheureusement assez bien. Les conditions de vie des Gazaouis ne se sont pas grandement améliorées, et les conflits ont toujours lieu à intervalles réguliers, bien que le 7 octobre dernier marque une vraie rupture dans l'évolution du conflit. Donc voilà, je l'ai dit, c'est absolument impossible de faire tenir l'histoire de ce conflit dans une chronique de
de 15 minutes. J'espère l'avoir fait de la manière la plus factuelle possible. Moi, je vous encourage grandement à vous renseigner auprès de plusieurs médias et à prendre du recul, notamment pour comprendre quelques notions clés autour des polémiques qu'on a pu voir. Parce que, comme on l'a dit avec Julien Giry, les informations dans ce genre de contexte sont toujours un peu compliquées à analyser. Et en tout cas, on pense évidemment à toutes les familles qui sont endeuillées depuis beaucoup trop longtemps par ce conflit. On est de tout cœur avec elles, bien sûr. Merci beaucoup Jonas pour ce gros récapitulatif historique. Et on répète, c'est super important, multipliez vos sources. Voilà, on ne répétera jamais assez. Il y a de nombreux articles qui ont aidé à faire ce récap. Je pense à quelques dossiers, notamment de Mediapart, qui sont très très bien agencés. Donc je vais essayer de retrouver le nom. Mediapart a aussi fait un super article sur l'importance de poser les mots justes sur les bons événements, sur qu'est-ce que c'est un crime contre l'humanité, qu'est-ce que c'est un crime de guerre, qu'est-ce que c'est du terrorisme, etc. C'est important parce qu'il y a souvent une affaire de mots dans tout ça. Je pense il y a souvent une affaire de mots dans tout ça. Donc je vais pas aller plus loin. Il y a Vincent qui t'a remercié pour ce récap et qui dit que c'est quand même important d'avoir ces clés pour comprendre ce qui se passe. Voilà, mais continuez à lire, continuez à vous y intéresser parce qu'évidemment j'ai pas pu tout dire, il y a beaucoup trop d'événements, de conflits, c'est quelque chose qui est trop lourd à analyser comme ça. Mais voilà, j'espère avoir fait du mieux que je peux. Oui. Voilà pour nous, pour cette première émission. On espère qu'elle vous aura plu. Un grand merci à vous, et aussi qui êtes resté après l'alarme stridente. Eh bien, on va vous dire au revoir. Et tu fais ce que tu veux, Maxence. Allez, on attend Maxence. Ça fait partie du job, bravo. Merci Vincent Fariolac, ça fait plaisir. Maxence, viens. Maxence. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux. Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine émission. Exactement. On a hâte de vous retrouver, on a hâte de passer l'année avec vous aussi, à vivre un peu cette année très très chargée en actu, on le sait déjà. On a beaucoup de sujets à aborder. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup pour tous vos messages, ça fait vraiment chaud au ça fait cœur. plaisir. Vincent Farler Live, Sylvie, ça fait vraiment plaisir de vous revoir aussi. C'est ça fait plaisir d'être à nouveau ici, d'être à nouveau tous ensemble, d'être à nouveau avec vous. Merci à toutes et à tous, c'est trop chouette. Ouais. Et comme dit Auguste, suivez-nous sur nos réseaux, on va essayer d'être plus réactifs pour poster la suite sur YouTube, sur les réseaux, etc. Et on se retrouve dans 15 jours, sans faute. Et n'oubliez pas, on fait des quiz aussi. Jouez à nos quiz. Je vais sur Twitch que pour vous. C'est gentil, c'est gentil. Mais intéresse-toi aux autres aussi, il y a plein de gens qui font de l'excellent contenu sur Twitch. Allez, à bientôt. Ciao. Bisous, à la prochaine.